Bonjour, vous vous apprêtez à regarder la suite et fin de l'exploration de l'iceberg de Dragon Ball. Avant tout, merci à vous de m'avoir suivi tout au long de cette aventure. Ça aura été une trilogie de vidéos très enrichissante à faire et très compliquée aussi. Avant de vous laisser continuer et finir votre exploration, sachez que j'ai mis en description plusieurs liens, notamment un vers un format image de l'iceberg que vous avez lentement vu se dévoiler. On ne sait pas, hein, si ça vous intéresse, on ne sait jamais. En attendant, moi je vous souhaite bonne chance et bonne reprise et fin d'exploration. C'est parti pour le fond de l'iceberg. Son père était un héros, le grand, le vaillant Sangoku. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le générique français de Dragon Ball Z. Mais voilà, le générique est peut-être un petit peu mensonger, puisque ce grand, vaillant Sangoku au prout qui sent bon a peur des aiguilles. Au départ issu d'une toute petite scène filler de l'arc Namek avant que Vegeta n'active la machine de régénération, ce concept sera tout de même réutilisé dans GT, dans l'épisode 23 très exactement, où Goku refuse d'entrer dans un hôpital à cause de sa peur des aiguilles. Bon, au final, rien de tout ça n'est canon, mais ça reste absurdement drôle d'imaginer Goku terrorisé par des aiguilles. Et mine de rien, ça le rend assez humain. D'ailleurs, tant que j'y suis, Vegeta a lui aussi une peur bleue, celle des vers. C'est ce qu'on apprend dans l'épisode 274 de Dragon Ball Z, qui est filler, et où Goku et Vegeta explorent le corps de Buu. Marrant de voir que ces deux guerriers Saiyans surpuissants ont finalement des phobies limite normales. Dr. Slump est le premier gros succès d'Akira Toriyama, qu'il a révélé aux yeux du monde et qu'il a directement enchaîné avec Dragon Ball. Et ce qui frappe quand on se penche sur le sujet, c'est le nombre de points que Toriyama a repris presque tel quel de Dr. Slump. Goku et Arale sont au départ très semblables, en ayant tous les deux une force surhumaine, aucun bon sens et une particularité physique étonnante. Le fait de pouvoir se décrocher la tête et d'être un robot pour Arale, la queue de singe pour Goku. On retrouve dans Dr. Slump un animal métamorphe à la manière de Plume et Oolong, mais aussi des personnages présents dans les deux mangas, comme Enma, le roi des enfers. Et puis, il va falloir parler de Tsukutsun Tsun. Déjà, son design fait fortement penser à celui de Yamcha, et ils ne sont tous les deux absolument pas doués avec les femmes. Mais surtout, il y a ça. Cette forme où Tsukutsun devient surpuissant, où sa musculature et sa puissance augmentent, où ses cheveux se dressent sur sa tête et qui se déclenchent au départ via la colère. Ça ne vous rappelle rien? Peut-être qu'on tient là le tout premier prototype du Super Saiyan, alors que la forme naîtra en réalité près de 7 ans plus tard. Surtout que Tsukutsun et sa famille ont une esthétique très portée sur l'imagerie chinoise, comme Dragon Ball au départ qui, je le rappelle, est inspiré de la pérégrination vers l'ouest. Et puis, ce tournoi sportif où le casting se retrouve pour partager une journée en assistant à des événements sportifs. Est-ce qu'on ne trouverait pas là une inspiration pour le Tenkaichi Budokai? Surtout que Dr. Slump a aussi un tournoi d'affrontement similaire au Tenkaichi Budokai. Rien n'est officiel et rien n'est confirmé, mais je trouve ça très drôle de voir le nombre de similitudes qu'il y a entre ces deux mangas. J'ai parlé plutôt de vieillissement très bizarre des personnages et de leur âge très bizarre également. Mais un cas véritablement à part, c'est celui de Goku car il a été retcon à de nombreuses reprises. Commençons logiquement au début. Au tout début de Dragon Ball, Goku dit à Bulma qu'il a 14 ans. Cet âge sera retcon pour la première fois au 21e Tenkaichi Budokai, où Goku dira avoir 12 ans. Bon, là encore ça va, jusque-là il n'avait pas vraiment eu d'éducation, et vu que Tortue Géniale accorde une grande place au développement spirituel, il est tout à fait envisageable de se dire qu'il a au passage enseigné à Goku des connaissances basiques en mathématiques. On en est donc à un Goku âgé de 12 ans en septembre 749, qui serait donc né en 737. Mais voilà, avançons. Avançons jusqu'au 4 avril 2014, date de sortie du tome relié de Jackos The Galactic Patrolman au Japon, tome qui contient un certain Dragon Ball Minus. Ce chapitre nous raconte la destruction de la planète Vegeta, donc en 737, où on voit un Goku déjà âgé de 3 ans, soit une naissance en 734. Ainsi, il aurait réellement et pour de vrai 14 ans, voire 15, lors du 21e Tenkaichi Budokai. C'est honnêtement assez flou. Surtout que le départ de Goku narré par Dragon Ball Minus, soit le fait qu'il parte de Vegeta en étant un enfant de 3 ans, contraste complètement avec le manga original, où il est clairement dit que Gohan a trouvé un bébé dans la forêt. Et un bébé, c'est pas un gosse de 3 ans. Mais après, peut-être qu'il y a une autre solution. Dans Minus, l'âge de Goku n'est jamais clairement évoqué, on sait juste qu'il a passé 3 ans dans cette cuve de développement. Peut-être qu'il faut calculer l'âge de Goku à partir de sa sortie du cuve et non à partir de sa véritable naissance. Même si en vrai, l'âge de Goku ça va pas dans s'arrangeant, parce que quand on prend en compte le fait qu'il est mort, donc qu'il ne vieillisse pas pendant X temps, les passages dans la salle de l'esprit du temps qui le vieillissent physiquement mais pas administrativement, c'est le bordel et honnêtement j'ai juste abordé le sommet de cet iceberg.
Dragon Ball a généralement des fins assez ouvertes, mais le champion toute catégorie sur ce point, c'est Dragon Ball GT. Parce qu'une fin qui fait encore débat plusieurs années après, c'est fort. Refaisons les choses dans l'ordre. Goku arrive finalement à vaincre Omega Shenron, le dernier des dragons maléfiques, qui a absorbé ses confrères. C'est avec un Genkidama pendant la création duquel il semble invincible que Goku va achever cet ultime ennemi. Après ça, Shenron, le vrai, arrive et emmène Goku pour l'emmener avec lui on ne sait où. Arrivent donc ces questions. Où Shenron emmène-t-il Goku, et est-ce que celui-ci est mort avant le chargement du Genkidama? Et on n'a aucune réponse. On sait juste que Goku n'est jamais revenu sur Terre, et qu'il semble avoir une connexion mine de rien assez puissante au Dragon Ball, puisque c'est après avoir touché à Dragon Ball à 4 étoiles que Goku Junior voit son ancêtre. Goku est-il devenu le dieu de Dragon Ball? Est-il devenu un dieu tout court? Personne ne le sait, et personne ne le saura jamais, puisque GT n'existe tout simplement plus du point de vue de la Toei Animation. J'en ai déjà parlé un peu avant via les What If, mais les séries des Budokai et des Budokai Tenkaichi sont des jeux qui sont très soignés du point de vue du fanservice. Et bon, si aujourd'hui, 20 ans après le premier Budokai et dans un monde où Fighter Z existe depuis près de 5 ans, oui, ça pique un peu les yeux, mais niveau gameplay, les deux séries cachent pas mal de petits secrets. Prenons les Scouters. Dans les Budokai Tenkaichi, les personnages munis d'un Scouter comme les Saiyans de l'armée de Freezer peuvent détecter de manière très spéciale leur adversaire. C'est notamment visible dans l'un des modes histoire d'un des Budokai Tenkaichi, où Vegeta se repère d'abord sur la carte du monde avec son Scouter, puis en détectant le Ki, chose qu'il a appris sur Terre. On pourrait aussi parler des Saiyans qui peuvent se transformer en Ozaru en utilisant soit la technique de Vegeta, soit en regardant la lune, mais aussi, par exemple, les personnages qui chercheront leur adversaire après avoir été aveuglés par le Taioken. Sauf encore une fois, ceux qui ont un Scouter qui le repéreront directement. En fait, les Budokai et les Budokai Tenkaichi sont de véritables lettres d'amour à la licence. Et il me faudrait beaucoup trop longtemps pour tout lister, mais je pense que les joueurs de ces jeux remarqueront tout plus rapidement que moi. Parce que oui, gamin, j'avais aucun Budokai, j'avais 2 ans quand Budokai 3 est sorti, mais j'avais pas non plus de Budokai Tenkaichi, certes j'étais un peu moins jeune et de toute façon en 2013 en jouant encore à Tenkaichi 3, mais parce que j'étais ce pote qu'on invitait pour un après-midi console, et qui donc me mettait 4 parties à se souvenir des touches. Mais bon, si vous voulez aller plus loin, il y a beaucoup de vidéos sur les petits secrets des jeux Dragon Ball Z, notamment les Budokai et les Budokai Tenkaichi qui traînent sur internet. Je vous ai parlé précédemment des doujinshi, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Dragon Ball Zetla. Zetla pour résine de cannabis. Comment vous dire? Bon, prenez le casting de Dragon Ball et imaginez-les en bonne grosse Kaira de Montpellier. Et voilà, vous avez Dragon Ball Zetla. C'est honnêtement une expérience à vivre et qui en est tellement absurde qu'elle en devient drôle. Voir Piccolo lâcher un arrêtez the bee, vous avez serré ou quoi, c'est quelque chose que je ne pensais pas essentiel à mon existence, mais qui s'est au final révélé beaucoup plus bénéfique que mon dernier arrêt chez ma grand-mère. D'après un bout d'interview de Semir34, l'auteur de ce doujinshi sublime, il a imaginé Dragon Ball Z là avant tout pour dépeindre un peu la vie d'habitants du quartier montpelliérain de la Paillade, celui qui habite les personnages dans ce doujinshi. Bon, après, ça reste en l'absolu assez moyen, et surtout inachevé car censuré depuis 2016, mais écoutez, quand on prend ça au deuxième degré et qu'on accepte de voir Vegeta en dealer de camembert, bah ça devient une lecture qui en ferait presque sourire par moment, surtout que l'auteur dessine vraiment très bien. Rappelez-vous un instant du tournoi du pouvoir. Dernier arc adapté dans l'anime Dragon Ball Super, il opposait 8 des 12 univers dans une bataille sans merci, avec l'extinction pure et dure en sanction d'échec. Et oui, 8 univers, car les univers 1, 5, 8 et 12 n'ont pas combattu lors de ce tournoi du pouvoir, pour une raison à la fois simple et nébuleuse. Leur niveau de vie serait supérieur à 7. Cette donnée n'est pas pleinement expliquée, mais elle combinerait la force, le nombre, l'intelligence, la technologie et la prospérité des civilisations des différents univers pour créer un niveau de vie. Et l'univers 7, univers de monde Dragon Ball, est avant le tournoi avant-dernier, avec un niveau de vie de 3, et ce pour une raison expliquée dans DBS. L'univers 7 est en guerre quasi constante, que ce soit via Freezer, la menace galactique que pouvait devenir Cell, ou tout simplement Boo qui a foutu plusieurs fois le bordel. Et en plus de ça, Beerus ne fait absolument pas son job, ce qui fait qu'il n'y a que 28 civilisations véritablement prospères. Mais voilà, qu'en est-il des 4 univers qu'on nous décrit comme supérieurs? Comment vit-on dans les univers 1, 5, 8 et 12? Comment est la vie dans ces univers qu'on nous décrit comme presque parfaits? Si un univers très inférieur, comme le 7 peut abriter une technologie aussi avancée que celle de Capsule Corp, bah, qu'est-ce qu'il en est de l'univers 1 par exemple, qu'on nous décrit comme l'univers parfait et l'univers ultime? Vraiment, ça m'intrigue énormément, et j'espère que ce sera exploité dans la suite de l'œuvre, même si bon, vous savez, le concept des univers est pour l'instant très peu exploité dans le DBS.
Peut-être êtes-vous familier avec le concept de leak des magazines de prépublication. Chaque semaine ou mois, le contenu de ces magazines leak sur internet grâce à de petits malins qui prennent en photo les pages du magazine avant de les partager sur le net. Et cela va des couvertures des magazines au contenu des chapitres en passant par les pages promotionnelles. Et clairement, je ne rentrerai pas dans le débat de si c'est bénéfique ou pas, oui dans l'absolu c'est illégal, blablabla. Ah oui c'est vrai, on parlait de Dragon Ball, pardon. Donc, l'Ultra Instinct avait été annoncé, en tout cas dans sa première forme, c'est où Goku n'a pas les cheveux entièrement argentés, dans le Jump, qui a donc leak quelques jours avant sa sortie dans des photos au départ de mauvaise qualité. Mauvaise qualité qui donnait aux yeux de Goku, qui ressemblait à ça pendant l'Ultra Instinct, un aspect un peu plus félin ou reptilien en amincissant les pupilles. Voilà comment pendant quelques jours les gens pensaient que Goku allait se retrouver avec des yeux de chat. Et heureusement que c'est faux, imaginez la suite. Quand on se penche sur la temporalité du monde Dragon Ball, un constat frappe. Ils n'utilisent pas le même calendrier que nous. Les mois ont un nom différent, mais surtout leurs années sont différentes. L'ensemble de Dragon Ball se passe donc au 8e siècle après... Après quoi au juste? À ce jour, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé en l'an 0 du monde Dragon Ball. Et ce qui est sûr, c'est que ça ne concerne pas la création de l'univers, puisque l'arc Boo nous raconte des événements ayant lieu il y a plusieurs millions d'années, et qu'il est dit que la tortue de Tortue Géniale a elle près d'1 millier d'années. L'une des théories les plus populaires voudrait que ce décompte soit uniquement terrien, et qu'il se base sur l'année à laquelle l'ensemble de la Terre a été unifié sous l'étendard d'une seule et unique nation. Ainsi, pour symboliser cette nouvelle ère de la civilisation terrienne, les compteurs auraient été remis à zéro. Et c'est tout sauf déconnant, puisque ça s'est déjà vu dans notre monde. On pourrait penser aux 3 calendriers des religions monothéistes qui comptent les années différemment, mais on pourrait aussi penser à la France, qui pendant la Révolution française a utilisé un calendrier qui commençait au lendemain de la proclamation de la Première République. Reste qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas le pourquoi du comment de cette temporalité. Même s'il y a un point qui est très drôle. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit avant. Dr. Slump et Dragon Ball se passent dans le même monde, et le village pingouin utilise le calendrier grégorien. Senbei Norimaki est ainsi né le 17 Poisson-Boîte 1952, soit en l'an 717 du calendrier Dragon Ball. Ainsi, si leur calendrier est véritablement le même que le nôtre, Dragon Ball Super Super Hero se passerait autour de 2018, quand Goku serait né autour de 1969. Ah là là, Bleach. Quelle œuvre merveilleuse, non? Et dire qu'elle existe grâce à Toriyama. Quoi, vous ne connaissez pas l'histoire? Au début des années 2000, Kubo cherche à se relancer après avoir connu un flop avec sa première série, Zombie Powder. Il prépare alors l'ébauche d'une nouvelle série, un certain Bleach, et les éditeurs refusent les planches de Kubo. Alors au plus bas, il reçoit une lettre signée Akira Toriyama, une lettre qui lui dit de ne pas abandonner et de continuer à travailler le prototype de Bleach et de retourner voir Shueisha. Chose que Kubo finira par faire, et le reste appartient à l'histoire. Sauf que voilà, rien n'est sourcé, et tout part visiblement d'un gros téléphone arabe qui peut ramener jusqu'à de vieux fansites obscurs de Bleach qui en parlaient déjà au milieu des années 2000. Et le téléphone arabe sur internet, c'est joli, c'est rigolo à remonter, et ça raconte de jolies histoires, mais c'est aussi très rarement vrai. Concrètement, il n'existe aucune source sur une lettre de Toriyama à Kubo, quand bien même ce dernier est, comme 99% des japonais nés entre 1979 et 1990, un gros fan de Dragon Ball. Cependant, Toriyama a bel et bien aidé un autre mangaka à prendre son envol, à savoir Shōichi Tanazono. Jeune enfant déscolarisé qui est un énorme fan de Dragon Ball, il finit par essayer de devenir mangaka et verra sa motivation surboostée après avoir réussi à rencontrer Toriyama qui le poussera à poursuivre ses rêves. Et ça pour le coup, c'est complètement vrai, parce que Shōichi Tanazono a raconté tout ça dans un one-shot. Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka, qui est une lecture que j'ai personnellement surkiffé. Et puis, il y a une postface qui est écrite par Toriyama, ce qui relie vraiment le tout à cet iceberg. Bref, lisez ce one-shot et sa suite sans aller à l'école, je me suis fait des amis, vous n'en sortirez que grandi. Et pour l'histoire de Kubo, si c'est pas sourcé et donc à prendre avec des pincettes, pour Tanazono, tout est véridique. Parlons un peu du projet Dragon Ball le plus bordélique de tous les temps. Parlons un peu de Dragon Ball Z Gaiden, Saiyajin Zetsumetsu Kaikaku ou le plan d'éradication des Saiyans, si on arrête de jouer au Kiku Jap. Alors, il s'agit au départ d'un jeu Dragon Ball paru sur NES en 1993, qui est en gros un RPG où on se déplace et combat via un système de cartes. C'est assez moyen, bien qu'on puisse reconnaître au jeu une certaine originalité, tant niveau gameplay que scénario, puisque le jeu sera le premier jeu Dragon Ball
qui invente un scénario 100% original plutôt que d'essayer de simplement suivre la trame du manga. Et en vrai, si avec ça, je n'en parlerai pas, ce serait juste un vieux jeu DBZ oublié sur NES. Mais voilà, préparez-vous, ça va être compliqué. Un an après, en 1994, sort un OAV en 2 parties qui s'appelle lui aussi Le plan d'éradication des Saiyans, et qui sert globalement de solus du jeu en montrant pas à pas son cheminement, bien évidemment sous forme animée, et en narrant plus le tout. En septembre 1994 sort la Playdia, console multimédia de Bandai, qui s'équipe pour son lancement d'un jeu DBZ, à savoir un portage Dragon Ball Z Gaiden Saiyajin Zetsumetsu Kakaku, mais avec de nouvelles cinématiques qui obligent à séparer le jeu en deux, Earth Saga, sorti au lancement de la Playdia, et Space Saga qui sort lui en décembre 1994. Ensuite, en 2010, sort Dragon Ball Raging Blast 2 sur Xbox 360 et PS3, est inclus dans la boîte du jeu le jeu, mais aussi un remake de l'OAV, le plan d'éradication des Saiyans, nommé le plan d'éradication des Super Saiyans, histoire de réintroduire le personnage d'Hachiak qui est présent dans Dragon Ball Raging Blast 2. Hachiak qui était présent dans le jeu Dragon Ball Z Gaiden original et son remake sur Playdia, mais vu que Dragon Ball Z Gaiden n'est jamais sorti dans le reste du monde, il fallait bien l'introduire au reste du monde et... Putain... Rien compris, moi. Bon, je pense que vous avez compris, et je suis désolé d'avoir parlé aussi vite. C'est un turbo bordel. Et le pire, c'est que j'ai même pas parlé de Dragon Ball Heroes, qui refait un remake du scénar de Dragon Ball Z Gaiden, mais en le plaçant pendant Dragon Ball GT, ce qui fait qu'Hachiak est créé par le Dr Gero, le Dr Mew et le Dr Raichi, et je pense que vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit en intro de cette entrée que c'était le projet le plus bordélique de la licence. Ça part dans tous les sens. Alors, j'imagine que j'ai pas à vous expliquer le concept de 1er avril, et autant dire que les studios se laissent parfois aller à de petites blagues. Ainsi, en 2017, Toei Animation en a fait une très belle de blague, celle de la Society Survival Saga, une parodie de l'univers Survival Saga qui était alors à son tout départ, l'épisode 83 venant d'être diffusé au Japon. Grosso modo, ça parodie le cast de Dragon Ball en une immense société dans laquelle Son Goku, venu d'un petit village paysan, a miraculeusement réussi à trouver un emploi, et ce, alors que l'espace tout entier est dans une très grave crise économique. Le délire sera même poussé jusqu'à créer un véritable lore autour de cette blague, le Super Saiyan ayant sa contrepartie, le Super Corporate Freshman. D'ailleurs, les jeux Super Dragon Ball Heroes réutiliseront les versions alternatives des personnages, et adapteront même cette blague en manga. Au final, ça reste la plus grosse blague officielle autour de Dragon Ball, et la plus élaborée pour le 1er avril en tout cas. Est-ce que vous vous souvenez de Fusion Reborn? Très probablement, il s'agit encore aujourd'hui d'un des films qui a le plus marqué les fans. Pas pour son scénario haletant, ça reste un film Dragon Ball. Non, si Fusion Reborn a marqué les fans, c'est pour ça. Une fusion qui débarque comme ça à la fin du film et qui sera au centre de sa production et de sa promotion. Et y a pas à dire, ils sont forts en marketing. Mais dites-moi, qui affronte Gogeta dans Fusion Reborn? Janemba. Et connaissez-vous l'histoire de Janemba? Il s'agit d'un être maléfique né en enfer, de la fusion entre un employé de Denma et le contenu d'une machine qui purifie les âmes avant de les envoyer en enfer. Mais on ne sait pas comment fonctionne cette machine justement, bien qu'on puisse apparenter son fonctionnement à celle du purgatoire. Le purgatoire, c'est une épreuve que les âmes promises au paradis doivent passer avant de pouvoir accéder à ce dernier, justement pour pouvoir expier leur dernier péché. Sauf que la machine Dragon Ball est bien plus floue sur son fonctionnement. Et même en considérant qu'elle fonctionne exactement comme le purgatoire, Janemba est quand même considéré à grande partie d'âme humaine au pluriel. Surtout que le jeu Boost Fury va dans ce sens en précisant que Janemba est né de l'agglomération d'une âme de parrain de la mafia avec d'autres. Donc, quand Gogeta marave et tue Janemba, il tue en vérité des millions, voire des milliards d'âmes. Et souvenez-vous de ce que dit Goku à Vegeta pendant la bataille contre Buu. Si tu meurs alors que tu es déjà mort, tu cesses simplement d'exister, sans possibilité de retour. J'adore les mèmes drôles et bizarres autour de Dragon Ball. On a commencé avec le It's Over 9000 pour ensuite aborder Malifood et Goku Drip, et on en verra encore quelques autres par la suite. Mais là, on s'attaque à un truc génial. Prenons ça par ordre chronologique. Le 30 avril 2017 est diffusé pour la première fois l'épisode 88 de DBS, épisode dans lequel Gohan retrouve sa puissance d'antan, notamment sa forme de potentiel éveillé, qui est représentée dans DBS par une aura significativement plus blanche qu'à l'accoutumée. Et de là va naître une théorie, celle que durant le tournoi du pouvoir, Gohan allait acquérir une nouvelle forme. Et vu que cette théorie a commencé dans la communauté hispanique, elle a pris le nom de Gohan Blanco. Quelques mois plus tard, alors qu'approchait le reveal d'une autre transformation, l'Ultra Instinct, un utilisateur crée une page Gohan Super Saiyan White sur le wiki Ultra Dragon Ball.
Une page qui est d'ailleurs au passage full troll. Gohan étant appelé là-bas Godhan et habitant à la maison de votre waifu. À partir de là, énormément de shitposts vont utiliser Gohan Blanco. Par exemple, ce classement de puissance ou ce webcomic qui réutilise la mise en scène de la transformation de Gohan en Super Saiyan 2 contre Cell. Et dont la dernière phrase est Esto el fin grande padre, qui va devenir partie intégrante de l'imagerie du personnage, en même temps que la langue espagnole. Et désolé pour ma prononciation, j'ai fait allemand LV1. Gohan Blanco n'affronte pas le Daishinkai, le Grand Priest ou le Grand Prêtre, mais El Grande Padre. Mais El Grande Padre n'était pas l'ultime ennemi de Gohan Blanco, car pendant que ce même grandissait, un deuxième venait au monde, El Hermano, soit le frère, le grand frère de Jiren. Après que Gohan ait réussi à vaincre El Grande Padre, en surpassant le pouvoir du Blanco pour embrasser la calvitie et devenir Gohan Calvo, un inconnu arrive sur le champ de bataille. Il porte une tenue similaire à celle de Jiren, mais bleue et a une calvitie qui surpasse la plus belle des calvities. Il s'agit d'un homme entraîné par la Regla de Todos, qui a été tué par El Padre qui avait peur d'El Hermano. Maintenant, le dieu originaire de la Planeta Mexicano est arrivé dans le monde du vide pour proposer un nouveau tournoi, le Torneo de los Hermanos. Je ne sais pas si quelque chose autour de Dragon Ball m'avait déjà autant fait rire. Déjà, c'est dû à la langue espagnole, parce que la langue espagnole ça me fait beaucoup rire sans raison. Me gusta Shakira. J'adore rire. Mais aussi parce que c'est tellement absurde que ça en devient hilarant. Gohan Calvo, putain! J'irai pas plus loin pour vous laisser le plaisir de la découverte d'une part et d'autre parce que une nouvelle forme de Jiren dans ce lore contient le N-World et j'ai la flemme de perdre 2h30 de vidéo pour 2 secondes. C'est parti très loin. Au point où on retrouve aujourd'hui des fans musique dédiés uniquement à El Hermano. Retournons une dernière fois dans le monde merveilleux du monde des personnages et formes issus des jeux Dragon Ball. Et allons dans un jeu qu'on a jusque-là pas abordé, Super Dragon Ball Z. Et parlant d'une forme d'un personnage bien précis, parlons de Mecha Freezer. Mine de rien, c'est une forme de Freezer qui est très peu évoquée et abordée, alors que déjà, elle pète la classe, faut le dire, mais aussi parce qu'on l'a mine de rien très peu vue en action. Déjà, sachez que ça s'appelle une Cosmic Suite, mais aussi qu'il en existe des variantes. Revenons sur Super Dragon Ball Z, jeu de combat de la licence sorti sur PS2 qui se veut bien plus proche d'un jeu de combat traditionnel, comme un Soul Calibur ou un Tekken, blablabla, et on peut jouer Chichi d'ailleurs. Mecha Freezer Full Armor est donc l'un des personnages de ce jeu qui est considéré comme une version améliorée de Mecha Freezer qu'on retrouve au début de l'arc Cyborg. Vous savez, celui avec des prothèses cybernétiques, la fameuse Cosmic Suite. Et bien cette fameuse Full Armor donne à Freezer un lance-roquette sur son épaule droite et une boule à 3 canons sur son épaule gauche. Il a aussi une ceinture d'explosifs et une queue modifiée qui semble être aussi faite d'explosifs. Voilà, sachez qu'il existe quelque part une forme de Freezer avec une fucking ceinture explosive. Surtout que bon, Freezer avec un lance-roquette, ça change pas grand chose, hein, le mec peut péter des planètes avec un petit doigt. Reparlons un petit moment de l'Ultra Instinct via l'un des mèmes qui aura vraiment impacté internet. Connaissez-vous Sammy? Oui, le mec de Scooby-Doo. Tout part d'une vidéo sortie en octobre 2017, vidéo supprimée depuis, qui combine un extrait du film Scooby-Doo de 2011, Scooby-Doo la légende du Fantosaure, avec la musique Ultimate Battle, qui joue pendant les combats de Goku en Ultra Instinct. Il faut savoir qu'à la base, cette vidéo s'ancre dans un courant de shitpost né en octobre 2017, courant lancé par la double diffusion des épisodes 109 et 110 de DBS le 8 octobre 2017. Épisode qui montrait pour la première fois l'Ultra Instinct. Ce courant consistait tout simplement à ajouter sur des vidéos montrant des exploits physiques la musique de l'Ultra Instinct. C'est ainsi qu'on a eu des vidéos comme Pokémon Ultra Instinct ou Ball Guy Ultra Instinct. Mais le cas de Sammy, ou Shaggy en VO, est le meilleur exemple de ce courant puisqu'il a donné naissance à un mème qui a mine de rien fait son bout de chemin. La vidéo originale donnait naissance à des fanarts reprenant le premier combat entre Goku et Jiren mais avec Shaggy. On a aussi eu des mods remplaçant des modèles par Shaggy dans Xenoverse 2 puis Fighter Z, mais plus fou, c'est qu'avec le temps ce mème a acquis un côté officiel. Déjà, en introduction du film Mortal Kombat Legends Battle of the Realm, lors de l'apparition du logo de Warner Bros, un Shaggy à l'aura et aux yeux verts attrape Scorpion et le ramène à l'intérieur du logo avant de regarder le spectateur. Et si internet s'est directement écrié « Oh là là, Shaggy Ultra Instinct est canon », il faut apporter de la nuance. Cette intro fait avant tout écho à celle du film d'animation Mortal Kombat précédent, car dans Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge, c'était cette fois Daffy Duck qui sortait du logo de la Warner avant de se faire attraper par Scorpion. Et puis, l'aura verdâtre de Shaggy est surtout une référence pour moi à l'énergie utilisée par pas mal d'antagonistes de Mortal Kombat, comme Quan Chi par exemple. Même si après, oui, c'est très probable que le même Shaggy Ultra Instinct soit l'inspiration directe
de cette introduction. De même, on pourrait aussi parler de Multiversus, jeu de combat de la Warner, dont la bêta il y a eu lieu il y a quelques temps, où Shaggy peut utiliser une attaque où il se booste. Et il se booste en faisant apparaître une aura jaune, voire dorée, en forme de flamme, et qui est apparemment la manifestation de la rage de Shaggy. C'est très clairement basé sur le Super Saiyan. A voir si lors de sa sortie finale en 2024, Shaggy gardera cette attaque telle qu'elle. Un point que j'ai jusque-là assez peu évoqué, c'est les inspirations des personnages, et ceux qu'ils représentent dans l'œuvre. Tout simplement parce qu'il y a pas grand-chose à dire de plus. Genre, ok, ouais, il y a des rumeurs, en partie démenties, comme quoi Freezer serait basé sur Yukondo, éditeur de Toriyama au début de l'arc Saiyan jusqu'à la fin de l'arc Cell, mais c'est tout. Mais, il y a quand même une théorie qui est très intéressante de ce style. Et vous l'avez deviné en lisant le nom d'entrée, on va parler de Majin Buu. Buu représenterait l'Amérique. Les États-Unis pour être plus précis. Certaines mauvaises langues diront que, ah bah comme par hasard, l'antagoniste gros qui aime bouffer représente les USA. Bravo Amano. Mais laissez-moi finir. Buu représenterait plus spécifiquement la vision qu'a le Japon des US. Plus particulièrement pendant la Seconde Guerre mondiale. Déjà, j'en ai parlé un peu ironiquement, mais oui, il y a les clichés. Buu, c'est une personne assez grosse, qui aime manger, surtout de la malbouffe, et qui agit de manière à être très souvent au centre de l'attention. On est sur ici quelque chose qui colle très bien aux clichés qu'on colle à la population des USA. Et gardez en tête que ce n'est que des clichés. Mais, en allant plus loin, on pourrait voir dans tous les événements de l'histoire de Buu des évocations à celles des USA. Son réveil par Babidi qui finit par être tué par Buu, pourrait évoquer la révolution américaine, qui consistait à se battre contre ce qui a créé les USA, à savoir le Royaume-Uni. Sa division en deux entités, le bon et le mauvais Buu, pourrait évoquer la guerre civile américaine. Et une fois que ce conflit est terminé, Buu, comme les USA, n'en deviennent que plus puissants. Et même l'entièreté de l'arc Buu pourrait être une évocation à la Deuxième Guerre mondiale. Dragon Ball évoquerait les multiples fronts de la Deuxième Guerre mondiale via le nombre de duels entre les différents personnages. Goku contre Fat Buu, le combat entre les deux moitiés de Buu, Gotenks contre Super Buu dans la salle du temps puis en dehors, Gohan contre Super Buu, Gohan contre Bootenks, Vegito contre Buuan, Goku contre Kid Buu, surtout que le conflit change énormément la géographie du monde. Et c'est cet échange entre Piccolo et Gotenks qui le montre le mieux. Gotenks bombarde Buu de missiles de ki, et Piccolo lui demande d'arrêter car il risque de faire sauter la Terre, voire l'un de Dragon Ball. Bon, bien évidemment, on n'a pas de Dragon Ball dans la réalité, mais on peut quand même faire écho aux nombreux bombardements qui ont secoué différentes civilisations pendant cette guerre, notamment en Europe et au Japon. Et puisqu'on en parle, parlons de ça. Cette case, très précisément. Habituellement, quand une ville ou une grande zone est détruite dans Dragon Ball, on retrouve une sphère de lumière, voire on ne voit pas du tout l'explosion. Alors pourquoi spécifiquement ici, on retrouve ce qu'on pourrait apparenter à un champignon atomique? Bon, après la théorie est pas non plus parfaite. Par exemple, si Buu c'est les USA et Babidi et ses hommes les alliés des USA, est-ce que la Z-Team représenterait l'axe? J'en doute très fortement. Même si bon, une inspiration des USA pour Buu ne voudrait pas forcément dire que la Z-Team est inspirée des forces de l'axe. Et puis il faut aussi se dire que Toriyama est né en 1955, et qu'il a donc grandi dans un contexte d'après-guerre. Contexte d'autant plus pesant au Japon, vu que les troupes américaines ne quittent le sol japonais qu'en 1952, soit à peine 3 ans avant la naissance de Toriyama. Les USA étaient même présents sur certains territoires japonais jusqu'aux années 70. Donc écoutez, pourquoi pas? Moi je trouve la théorie assez marrante, et ça apporte quand même pas mal de profondeur à l'antagoniste de Dragon Ball qui est clairement celui qui en a le moins. Nouvel arrêt qui va être mine de rien assez court au monde magique des pubs bizarres de Dragon Ball, avec maintenant une pub pour le produit Metz, une boisson japonaise, grosso modo c'est du Fanta, et il y a cette pub. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, juste il y a Freezer qui danse et c'est rigolo. De par son statut d'œuvre mythique, Dragon Ball est aujourd'hui vu comme le représentant d'une époque, et l'œuvre a logiquement été mise en comparaison avec des œuvres arrivées plus tard, mais aussi collaboration. Et le meilleur exemple de ça, c'est Cross Epoch. Réalisé par Toriyama et Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, ce one-shot combine les deux univers pour célébrer Noël 2006 dans le Weekly Shonen Jump, et crée un univers global à partir de ça. Chopper et Krillin deviennent conducteurs de train, Nami et Bulma sont des voleuses professionnelles, quand Piccolo et Zoro sont eux des savreurs itinérants. C'est franchement très sympatoche à lire, et pour quelqu'un qui a grandi avec les deux œuvres comme votre serviteur, c'est un petit rêve d'enfance. Cross Epoch n'est après pas le seul crossover entre différentes œuvres dont Dragon Ball. Déjà, en s'intéressant aux jeux vidéo, on trouve bien évidemment les différents jeux estampillés Jump, dont je ne parlerai pas. Mais aussi pour Dragon Ball Battle of Z, un Goku mode Hermite en collaboration avec Naruto. Et vite fait dans le thème de l'anime, un crossover entre One Piece, Dragon Ball et
Toriko. Tout se faisait dans l'épisode 590 de One Piece, où Goku, Luffy et Toriko se disputaient la meilleure viande du monde, et ce, alors que les épisodes 492 et 542 de One Piece étaient déjà des crossovers, mais uniquement avec Toriko. J'ai jusque-là assez peu parlé des fusions de Dragon Ball, mais autant le faire maintenant sous un angle assez marrant. Parlons de Végétaux et de Gogeta. Je ne vais pas aborder leur puissance et cet énième débat, parce que j'en ai rien à foutre. Mais parlons plutôt de dynamique, et de conservation. Par exemple, on sait pas ce qui est conservé d'une fusion à l'autre. Qu'est-ce qui fait que Gotenks peut devenir Super Saiyan 3? Est-ce que c'est juste le fait que les potentiels de Goten et Trunks se sont multipliés entre eux? Et puis bon, pour leur personnalité, ok, celles de Goten et de Trunks sont assez similaires, mais pour Goku et Vegeta, il y a quand même de sacrées différences. Et bah, c'est de ce simple constat qu'est née une théorie ou une petite analyse. Végétaux serait à dominante Vegeta et Gogeta à dominante Son Goku. Déjà, est-ce que vous êtes déjà demandé d'où venait le To de Végétaux? Il vient de Kakaroto, le nom Saiyan de Goku, et qui justifie l'idée de dominance Vegeta chez Végétaux, puisqu'on peut aussi retrouver son caractère, par exemple avec Vegeta qui appelle Goku Kakaroto. Végétaux est fier de sa puissance, et dégage bien une vibe pouvant faire penser au Vegeta de l'arc Saiyan, notamment en s'appelant Super Végétaux. A l'inverse, Gogeta, dans le peu de personnalité qui lui est attribuée, peut faire penser à Goku, bien que son physique soit juste une fusion des visages de Goku et Vegeta. Bon, en vrai, je pense que cette idée vient surtout de l'utilisation de Kakaroto par Végétaux, et du fait qu'ils disent Super Végétaux, pour faire penser au Super Vegeta. Même si bon, je pense que Végétaux s'appelle Végétaux parce que Veku ou Vegeku, ça sonnait très très mal. Et en vrai, autant pour Végétaux, je suis plutôt d'accord, mais on n'a pas vraiment d'informations sur la personnalité de Gogeta, tant dans Fusion Reborn que dans Broly, et c'est vraiment difficile de se faire une opinion là-dessus. Mais, ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on s'intéresse à pourquoi Végétaux et Gogeta existent. Vous allez me dire que c'est pour infiltrer le corps de Buan et vaincre Janemba, mais je parle d'un point de vue production. La fusion est introduite dans Dragon Ball en juillet 1994, mais le film Fusion sort en mars 95, et donc il était sûrement déjà en production à ce moment-là, et puis les producteurs avaient sans doute déjà eu l'idée de fusionner Goku et Vegeta. Toriyama a donc dû trouver une solution pour fusionner Goku et Vegeta afin de poursuivre l'arc Buu et sans utiliser Gogeta, sur qui le 12e film basait absolument tout son marketing. Il a donc eu l'idée d'utiliser les boucles d'oreilles qu'il avait mis au Kaioshin de manière complètement décorative pour en faire d'autres outils de fusion, et c'est fou de voir à quel point tout passe miraculeusement bien, et on sent à aucun moment que c'est forcé. Franchement, bien joué. Et, petit fun fact, le jump s'est gouré puisque le texte promotionnel à la fin du chapitre 503 annonçait l'arrivée au prochain chapitre de Gogeta, alors qu'en vérité c'était Végétaux qui apparaissait. Alors, cette entrée est dédiée à un point qui personnellement me rend ultra nostalgique, et qui animait énormément de débats avec mes amis en primaire. Est-ce que vous vous souvenez de ces vidéos? C'est un pan entier de mon enfance, les fameuses vidéos qui compilaient des fanarts souvent moches, en prétendant nous montrer le Super Saiyan 10 ou le Super Saiyan 77. Au final, bien évidemment, rien d'officiel, mais voir à quel point les fans étaient créatifs et à quel point ça marchait énormément sur les enfants, ça m'a renvoyé en enfance. Je me souviens parfaitement d'un ami qui me sortait à chaque récréation en primaire que oui, le Super Saiyan 5 existait dans un dessin animé Dragon Ball sorti au Japon, et qu'il allait arriver chez nous un jour ou l'autre. Bon, bien évidemment c'était une bonne grosse légende urbaine, mais avec le recul, je me dis que le fameux produit inconnu qui n'était sorti qu'au Japon, c'était peut-être l'OAV Son Goku et ses amis sont de retour, qui était à ce moment-là sorti depuis 1 an ou 2 au Japon, et qu'on n'avait jamais vu diffuser à la télévision française. Boogie Back est un ending Dragon Ball Super centré sur Bulma qui narre son quotidien pendant le tournoi du pouvoir. Jusque-là, rien d'étrange. Mais voilà, le 16 novembre 2017, Hiromitsuru, seiyuu de Bulma alors âgée de 57 ans, est retrouvée morte au volant de sa voiture au quartier de Nihonbashi, qui est un quartier de Tokyo. Et devant le timing, on a vu plusieurs personnes sortir que l'ending avait en quelque sorte prédit la mort d'Hiromitsuru, Boogie Back ayant pour la dernière fois été utilisé environ 5 mois avant ce tragique incident. Le film Broly réinvente un personnage très aimé des fans, mais non canon, qui est donc Broly. C'est bien, vous suivez. Et donc, plutôt que de partir dans l'explosion de la planète Vegeta, Broly est envoyé sur la planète Vampa, considérée comme incroyablement hostile.
Apprenant le départ de son fils, Paragus part le rejoindre en volant un vaisseau et en prenant littéralement en otage le Saiyan qui le pilotait, un ingénieur du nom de Beats. Une fois arrivé sur Vampa et voyant que leur vaisseau ne pourra pas repartir, Paragus comprend qu'il devra vivre ici avec Broly, et il tue froidement Beats pour ne pas s'encombrer d'une bouche à nourrir supplémentaire. Sauf que voilà, sur Vampa, trouver à bouffer, c'est compliqué. Et il serait donc tout à fait possible d'imaginer que Broly et Paragus aient bouffé Beats. Déjà, on sait que Paragus n'a pas directement laissé tomber Beats et qu'il a récupéré ses vêtements pour les donner à Broly. Au moins son collant. Car le Broly enfant qui arrive sur Vampa a un short, et l'adulte a des collants qui lui arrivent minimum jusqu'au milieu des tibias, et qui sont en plus d'une couleur plus sombre. Et puis honnêtement, réfléchissez 2 minutes. Vous savez que vous allez potentiellement passer le reste de votre vie sur une planète où votre seule source de nourriture, c'est ces insectes de mer de plus grand qu'un humain, et apparemment assez puissants. Et vous avez une quantité de viande non négligeable à proximité. Ah bah clairement vous piochez dedans. Bon, après, bien évidemment, rien n'a été officialisé par la Toei Toriyama, parce que, vous imaginez juste Toriyama sortir en interview « Oui, Broly, il est cannibale !» Ce serait juste giga chelou. Alors, jusque-là, on a quand même pas mal parlé des doujinshi. On a parlé de Dragon Ball AF, Dragon Ball Multiverse, ou encore plus récemment Dragon Ball Z-là. Mais il y a aussi eu des contrefaçons en manga de Dragon Ball. Et j'entends par contrefaçon un produit non officiel qui est vendu comme s'il en était un, et pas juste un fan manga qui utilise le nom Dragon Ball. Et des mangas de ce genre, on en retrouve des tonnes. L'un des plus fous, c'est sûrement celle de contrefaçon qui porte le nom de Dragon Ball Zeroverse, et qui est originaire de la Chine et du Tibet. Elle est parue au départ en 1996, et elle prétend être une suite directe à Dragon Ball, en commençant un mois avant le 29e Tenkaichi Budokai. Le dessin de Zeroverse est assez étrange, bien que les designs soient globalement reconnaissables. Mention spéciale à ce Krillin Papy, qui a un flou de politicien que j'aime énormément. Après, c'est pas giga fou non plus, même s'il y a un art qui s'appelle le tournoi des univers, et je suis quand même assez surpris de voir à quel point même 19 ans avant DBS, cette idée trottait déjà dans la tête de la communauté. Mais ce qui est d'autant plus drôle, c'est que ce manga, qui, je le rappelle, est une contrefaçon de Dragon Ball, est paru en Chine avant Dragon Ball. Je vous apprends sûrement rien, mais les lois sur les droits d'auteur sont beaucoup plus souples, voire inexistantes en Chine. Dragon Ball Zeroverse est donc paru de manière tout à fait légale en Chine, en étant publié par la maison d'édition du peuple tibétain sous le nom de Dragon Ball Tibet Edition. Je vous jure que je n'invente rien. Après, j'ai pas du tout accroché à ce que raconte Dragon Ball Zeroverse et des dessins souvent approximatifs n'aident pas du tout. Mais il est quand même à retenir comme l'un des premiers doujinshi et sûrement l'un des seuls qui a essayé de se vendre comme une suite officielle, ce que même Dragon Ball AF n'avait pas essayé de faire, et c'est ce qui a sans doute amené la fermeture de la fameuse maison d'édition du Tibet quelques années après. Sans doute que Shueisha est passé par là, notamment au moment où ils ont voulu vendre Dragon Ball en Chine. Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo du chef Otaku? Cette vidéo où il parle d'un certain projet, en présentant une fan animation nommée Le vrai retour de Ginyu. Le chef Otaku parlait ensuite d'un Kiss Kiss Bank Bank de l'auteur de l'animation, et qu'il avait pour but de réaliser un certain projet grâce à ce Kiss Kiss Bank Bank. Un fameux film d'animation du nom de Casse-Gueule. Ce film se vantait d'être un film sans aucun sponsor et producteur, et qui voulait donc avoir une complète liberté éditoriale. Le film nous parlait d'un monde où le capitalisme était arrivé à l'extrême et où chaque humain doit payer un loyer dès sa naissance. Le projet était visiblement bien avancé, grâce à un logiciel de colorisation qui serait révolutionnaire, mais il était quand même en développement depuis plus de 10 ans lors de l'annonce, soit depuis 2006. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de ça dans l'iceberg sur Dragon Ball. Et bah, pour une seule chose, enfin deux en réalité. Déjà, le lien avec l'animation sur Ginyu, par le Dragon Ball, mais aussi parce que Éric Legrand a doublé Vegeta dans cette fameuse animation. Ton pouvoir est donc bien limité dans le temps. Quelque chose m'intrigue. Dis-moi, pourquoi ne pas avoir changé de corps avec Freezer ? Et qu'une personne qui était liée de très très près à la réalisation de la VF Dragon Ball de l'époque de Dorothée, travaillait sur Casse-Gueule. Et d'après cette personne elle-même, que j'ai contactée et anonymisée afin de respecter son anonymat et sa parole, le créateur de Casse-Gueule a complètement abandonné le projet et ce dernier ne verra jamais le jour. Et c'est très spécial de replonger sur ça,
7 ans après la sortie de la fan animation, le vrai retour de Ginyu. Qu'est-ce qui se serait passé si tout ça avait continué et si Casgueule avait fini par sortir? Comment ce film, destiné avant tout à la génération biberonnée au Club Dorothée, aurait été accueilli? On ne le saura jamais parce que Casgueule a été depuis abandonné, et il ne reste que de ce projet assez fou, quelques liens assez bizarres avec la culture francophone de Dragon Ball. Et je précise avant de passer à la suite, je ne vise en aucun cas le chef otaku pour sa vidéo sur la fanimation. Je pense que vous l'avez compris, mais elle était surtout destinée au créateur du vrai retour de Ginyu et à celui du coup qui travaillait sur Casgueule. Rien de plus, je ne vise en rien le chef otaku. Dernier arrêt dans le monde des pubs bizarres, avec les pubs de Dragon Ball en collaboration avec la Ford Focus. Je vais aller vite, il y a une pub en collaboration avec Ford, où Goten et Trunks fusionnent en voiture. J'ai rien de plus à dire, juste ça existe. Et c'est déjà largement suffisant. Au fur et à mesure de sa carrière, Toyotaro a attiré pas mal de critiques. Mais ce qui est sans doute la plus grande d'entre elles, c'est sûrement l'accusation de plagiat dont il a été la cible. Tout se passe sur cette couverture du V-Jump, on retrouve Goku en Super Saiyan Blue et un personnage d'un manga Yu-Gi-Oh! Jusque là, rien d'anormal vous allez me dire. Sauf que des gens se sont très vite aperçus que la pose que fait Goku sur cette couverture était très similaire, voire carrément identique, à une case d'un comics Captain Marvel où on voit Captain America faire une pose du coup vraiment similaire à celle que fait Goku. Les fans ont même superposé les deux poses et c'est juste les mêmes en fait. L'affaire avait provoqué un certain drama à la sortie du chapitre 36 de DBS, chapitre contenu dans ce fameux V-Jump, et bon, en soi, oui, c'est pas fou, surtout sur un dessin qui est autant mis en avant commercialement, mais je pense que chaque dessinateur a déjà un peu décalqué, ne serait-ce que pour avoir un peu d'inspiration. Même si ce drama autour de Toyotaro réouvre un débat. Est-ce qu'il est vraiment créateur et auteur pour Dragon Ball Super? Est-ce que c'est pas juste le premier des fans que la Toei a choisi pour faire tiens maintenant tu dessines DBS, tu fais pas chier? Est-ce qu'il a vraiment réussi par lui-même au fond? Je répondrai pas à cette question ici parce qu'elle mériterait beaucoup plus de temps, mais je vous laisse libre d'en juger. Connaissez-vous Bikini? Là comme ça ne vous dit sûrement rien, pourtant, si vous avez déjà regardé ou lu tout Dragon Ball, vous l'avez forcément vu. Et plusieurs fois même. Bikini, c'est elle, c'est la mère de Bulma. Un personnage tertiaire qui pourtant possède une particularité. Voici Bulma au début de Dragon Ball, et voici Bulma dans le courant de DBS. Le temps passe, et pas qu'un peu, sauf que Bikini ne vieillit jamais. Et si j'ai critiqué plus tôt dans l'iceberg le vieillissement très bizarre des personnages, là, Bikini, à aucun moment de l'œuvre, elle ne prendra ne serait-ce qu'une ride. Et résultat, Bikini ressemble à ça aujourd'hui, alors qu'elle est canoniquement censée avoir plus de 70 ans. Alors, bien évidemment, plusieurs théories sont nées pour essayer d'expliquer cette apparence très étrange. La première voudrait que le Dr Brief ait inventé une technologie anti-âge incroyablement efficace. Mais la deuxième est bien plus intéressante. Selon elle, la véritable Bikini serait morte avant le début de Dragon Ball. Et celle que l'on voit ne serait en réalité qu'un cyborg créé pour être à son image. Connaissant l'immense technologie dont dispose Capsule Corporation, c'est tout sauf improbable. Et en plus, le Dr Brief semble lui aussi très peu vieillir tout au long de l'œuvre. Est-ce que lui aussi il sera un cyborg ? J'en ai parlé plus tôt, mais Dragon Ball Online a étendu très loin la temporalité de la licence. Et forcément, quand tu te passes 216 ans après la fin du manga, il y a un truc qu'il faut narrer. C'est la suite et fin de vie des personnages principaux. Je vais pas en parler en détail pour chacun d'entre eux, même si c'est globalement assez bien expliqué, mais il y a deux personnages qui méritent le détour. Et c'est bien évidemment Son Goku et Vegeta. Car Dragon Ball Online met fin à leur histoire d'une manière assez spéciale. En l'an 801, soit près de 30 ans après la défaite de Kid Buu, Goku a alors 64 ans et Vegeta 69. Et Goku sent sa mort approcher. En tout cas, il sent qu'il commence à sérieusement vieillir, et il fait alors une proposition à Vegeta. S'affronter une dernière fois, mais en y mettant toute mon énergie, toute ma force. Goku voulait pour de bon savoir qui était le plus puissant des deux. Ils choisissent alors de quitter la Terre, conscients qu'un affrontement entre les deux Saiyans, surtout s'ils y vont à fond, pourrait détruire la planète qui est alors dans une grande période de paix. Les deux disent au revoir à leur famille et partent. Ce fut la dernière fois qu'on entendit parler de Son Goku et de Vegeta, et qu'on les voyait en vie. Cependant, quelques années plus tard, une supernova fut détectée, alors que celle-ci n'avait pas de raison particulière de se produire. Et il fut globalement admis que c'était la dernière trace du dernier combat entre deux des plus puissants guerriers que l'univers ait connu. C'est honnêtement assez triste et mélancolique, et je trouve l'idée
pur d'un combat ultime entre Goku et Vegeta, qui se solde probablement par leur mort à tous les deux, vraiment très cool. Et même très cohérente avec la manière dont ils sont écrits. Se dire que Goku et Vegeta ont probablement rendu leur dernier souffle dans un dernier affrontement fraternel qui avait comme but de véritablement désigner qui était le plus puissant des deux, c'est beau putain, c'est très beau. J'ai parlé un peu plus tôt de la censure en général, mais une version spécifique mérite qu'on s'y attarde. On va parler de Dragon Ball, diffusé et distribué dans les pays arabes. Alors, je le précise, mais j'ai trouvé assez peu de véritables grosses sources pour ces censures. Tout part d'un message dans des forums de Dragon Ball, et si effectivement l'utilisateur est bel et bien situé dans l'un des pays qui avait cette distribution, eh bah ça reste que la parole d'une personne, donc prenez tout au conditionnel, et si c'est vérifié comme étant au final complètement faux, c'est pas grave, tant pis, une entrée sera fausse. De toute façon, je suis pas assez près, hein, la piste Lazuli, c'est par rapport à leurs yeux, celle X, il vient de All-Line et pas de Heroes. Bon, c'est pas grave, passons à cette censure. Déjà, les queues des Saiyans sont artificielles, et les Saiyans ne se transforment pas en Ozaru, mais ils les invoquent. Je pense que vous voyez très bien pourquoi cette censure a été appliquée. C'est juste histoire de ne pas mettre en avant de quelconque manière la théorie de l'évolution et le darwinisme. Je vais pas non plus revenir sur l'absurdité de la censure en tant que telle, genre Vegeta qui invoquerait un singe qui a les mêmes vêtements que lui et les mêmes marques de blessures, franchement. Ensuite, l'autre monde n'est pas un autre monde, mais une école de combat intergalactique dont Enma est le directeur. Ça doit vous rappeler la censure américaine n'empêche, Dimension, tout ça. Et enfin, les Dragon Ball n'invoquent pas de dragon. Oui, alors, dans l'absolu, les censures elles sont un peu ridicules, mais faut garder en tête l'idée que c'est le témoin d'une société qui est très différente de la nôtre, avec une culture et des mœurs très différentes, bien plus influencées notamment par la culture de l'islam et par tout ce que dicte cette religion. Alors, je vais pas m'aventurer sur le pourquoi du comment ces censures par rapport à l'islam, au Coran, tout ça. Mes connaissances en islam sont égales aux connaissances de Norman en relation avec des majeurs, et je préfère ne pas trop m'avancer que me risquer à dire de la merde. Et je le redis avant de passer à la suite, prenez ces infos comme étant peut-être au conditionnel, c'est assez dur de trouver des trucs vraiment sur là-dessus. Alors, on va parler du dernier live action que j'avais gardé pour la fin parce que c'est le plus croustillant, et je vais commencer cette entrée aussi par une petite confession. En commençant à bosser sur ce projet en début d'année 2023, j'espérais au fond de moi tomber sur des trucs un peu paumés au fond d'internet en lien avec Dragon Ball, des projets vraiment perdus et un peu bizarres. On a vu casse-gueule, mais là, je crois qu'on tient le boss final des trucs chelous. Le film le plus bizarre autour Dragon Ball. Super Mario versus Son Goku, The Movie, faut préciser, c'est un film qui nous vient des Philippines et qui est en réalité un titre un peu menteur parce que dedans il y a déjà Dracula, c'est Smash Bros le truc, mais aussi parce que Mario et Son Goku, c'est pas bien les Philippins. Pas mentir comme ça. Mario, c'est un informaticien, comme le prouve sa jolie blouse, ses lunettes et sa perruque à moitié grise attestant d'un QI supérieur, qui a comme compagnon Luigi, qu'on reconnaît bien à sa salopette bleue, sa chemise à carreaux rouges, et sa chevelure à peine réelle qui lui permet plus de s'infiltrer dans un groupe de SDF que d'entrer dans la chambre de Peach ou Daisy, et ils font des trucs d'ordinateur. Genre Mario, il fait un concert d'ordinateur. Il a une baguette de chef d'orchestre, il les fait chanter. Bon, après, je vais pas mentir, c'est comme voir un homme enfoncer sa main dans le cul de deux marionnettes moisies pour jouer avec. Le film va constamment plus loin que ce que vous imaginez. Genre, on a Krillin qui tabasse des mecs en pagne à moitié à poil qui sont des coupas. What? On a Mario qui explique à des racailles que la drogue c'est mal. On a Nappa et Vegeta. C'est le meilleur live action Dragon Ball. Et oui, le niveau des autres est déjà très bas, mais là, c'est le théorème des extrêmes inversés. C'est tellement mauvais que ça en devient génial. Même si, dans l'ensemble, ça reste juste Mario qui fait des trucs chelous et Luigi qui fait du clochard. Mais quand ça y va, et que ça part dans des délires complètement stupides, c'est une masterclass. Ça a quelque chose de magique. Juste, merci les Philippines. Merci. Oui, vous avez bien lu le titre, restez calme, je vais vous expliquer. Il existe une fanfiction où Son Goku est en couple avec Anne Frank et où ils affrontent un certain dictateur allemand avec une moustache. Et cette curiosité s'appelle Until the End of Time. C'est déjà très particulier à expliquer, et vu qu'une action vaut mieux que 1000 mots, laissez-moi vous lire un petit passage de la fanfiction. Père
Alors raconte-nous une histoire. Tout à coup, un éclair de lumière est apparu dans la pièce. Anne recula d'un bond, étouffant un cri. Elle remarqua que la personne qui apparaissait dans le flash n'était pas un officier, mais quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ses vêtements étaient très étranges et ses cheveux étaient hérissés. Elle se tenait contre le mur, se méfiant de l'étranger, mais il se dirigea vers elle et lui sourit en lui tendant la main. « Je m'appelle Goku », dit le mystérieux inconnu. Je m'arrêterai là, mais je pense que j'ai réussi à vous montrer à quel point ça peut partir loin. Allez lire si vous voulez la fanfiction, allez la lire. Surtout que les fanfics avec Anne Frank, il y en a d'autres. Il y en a une où Goku s'allie avec Super Sonic, et où ils affrontent tous les deux le même bidacteur allemand qui est, je crois, aussi dans une forme super. Et oui, je sais, on a déjà parlé des caméos du Tenkaichi Budokai auparavant. Mais je vous avais parlé du manga. Quelque chose qui est donc perpétuellement sous les yeux du lecteur. Mais pour ce qui est d'un jeu vidéo, où la caméra ne montre pas l'intégralité de la zone H24, c'est tout de suite plus compliqué de tout remarquer. Intéressons-nous à Budokai 3. On retrouve dans le public du Tenkaichi Budokai plusieurs personnages assez intéressants. On a Bruno Buccellati de la partie 5 de JoJo's, Toribot, l'avatar de Toriyama, avec un gilet rouge et un chapeau de paille, peut-être une ref à Luffy, Naruto avec un jeu de couleurs pas du tout similaire à celui qu'on connaît, Arale et Gatchan de Dr. Slump, grand-père Gohan sous la forme qu'il a lors de l'arc Baba, le Caillou du Nord, la mère des enfants qu'affrontent Trunks et Gohan au 25e Tenkaichi, et on peut aussi trouver des Luffy, des chaînes du 23e Tenkaichi Budokai, Mai et Shu, les amis de Pilaf, C8, le roi de la Terre, ainsi que bien évidemment Bulma, Shishi, Plume, Oolong et Tortue Géniale. Et il y en a sûrement bien d'autres. C'est assez étonnant de voir ça, surtout quand des jeux comme Tenkaichi 3 ont eux un public tout à fait normal, sans caméo caché ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y en a d'autres dans Budokai 2, parce que j'ai déjà parlé avec quelqu'un sur Twitter qui m'en a confirmé l'information, merci à toi, mais je sais pas s'il y en a d'autres dans les autres jeux. Faudra peut-être explorer, mais je reste impressionné de voir à quel point le Tenkaichi Budokai se prête merveilleusement bien à ce genre de petit easter egg. Oui, on va reparler du fameux dictateur allemand. Passons sur le film Fusion et sur un point assez spécial du film. Lorsque la machine explose et finit par créer Janemba, il laisse échapper les âmes de mauvaises personnes qui finissent par revenir sur Terre. Et si ça nous donne un Gohan versus Freezer qui se finit en one shot, ça nous a aussi donné le combat le plus étrange de l'histoire de la licence. Le combat qui oppose Goten et Trunks à un personnage ayant comme nom le dictateur, qui est décrit comme un humain particulièrement petit et ancien dirigeant d'une nation ayant eu comme enseigne un X rouge. X qui est porté sous forme de brassard sur le bras gauche. Je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer la référence évidente à un certain Autrichien qui a régné en Allemagne entre 1933 et 1945, et ok, c'est raccord avec l'idée de personnes machiavéliques qui se retrouvent sur Terre, mais je vois vraiment pas l'intérêt de le foutre lui ici. Surtout qu'il va faire des vannes sur LOL MDR, je me suis fait battre par des gamins qui ont les cheveux blonds et les yeux bleus. Avec eux, peut-être que j'aurais gagné la guerre, qui sait? Enfin, je sais pas, si vous vouliez un dictateur à ramener, il y avait, Red de l'armée du ruban rouge, ce qui aurait été mieux que de ramener le dictateur contre Goten et Trunks, je pense. Connaissez-vous le Terebico? Il s'agit d'une console lancée par Bandai en 1988 et qui avait globalement la forme d'un téléphone muni de 4 boutons, rouge, vert, bleu et jaune. La console lisait des vidéos et le joueur jouait en répondant au téléphone à l'appel d'un personnage du dessin animé et devait répondre à une de ces questions via les 4 boutons. Le Terebico a mine de rien eu droit à pas mal de licences prestigieuses durant sa courte vie, qui ne durera que 6 ans. On peut citer Ampaman, Hello Kitty, Doraemon, Sailor Moon, Ultraman, Super Mario et, bien évidemment, Dragon Ball Z. Le jeu Dragon Ball Z du Terebico se nomme Gather Together Goku's World et se place juste avant les Cell Games chronologiquement. Grosso modo, on y voit Goku, Gohan dans sa tenue du début de la saga Cyborg, donc ça colle pas. Mais bref, on y voit Goku, Gohan, Krillin, Bulma et Trunks du futur qui parcourent la timeline de Dragon Ball. Bon, en vrai, je ne vous montre et ne parle que de ce petit jeu que pour un truc. À un moment, on voit Goku qui va voir son lui enfant, et c'est de mémoire la seule fois que ça arrive dans un produit qui est animé par la Toei. Ah là là, Dragon Ball Super Broly. Excellent film, non? Et ce qui est assez particulier dans ce film Broly, en dehors de ses qualités graphiques qui est incroyable, c'est ses OST. La plupart d'entre elles, notamment celles présentes lors des scènes de combat, comme l'OST 21 Kakarot versus Broly, contiennent des injonctions, onomatopées et voix humaines hurlant le nom des personnages.
C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans la licence jusque-là, mais est-ce que vous vous êtes demandé d'où ça venait très exactement? Et la réponse nous vient d'une interview de Norihito Sumimoto et de Tatsuya Nagamine, qui sont respectivement compositeurs et réalisateurs du film. Ils se sont tout simplement inspirés des diffusions, parfois illégales, des derniers épisodes de DBS sur grand écran dans plusieurs pays du monde, notamment au Mexique où les vidéos de réaction avaient fait le tour du monde, et qui sont visiblement arrivés jusqu'au réalisateur du film Broly. C'est incroyable de voir à quel point l'enthousiasme de la communauté autour de la licence peut atteindre jusqu'aux personnes qui travaillent sur la dite licence. C'est une histoire qui est juste très belle. Est-ce que vous vous souvenez du Toriyama Universe que j'ai abordé plus tôt dans l'iceberg? Eh bien, un point que je n'avais pas traité, c'est la gestion des événements. Parce que si Dr. Slump Dragon Ball et Dragon Quest se passent dans le même univers, alors tout le casting de Dr. Slump et Dragon Quest est mort lors de l'arc Boo. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, et donc que les événements de Dr. Slump peuvent influer sur Dragon Ball. Et ce constat a amené la naissance d'une théorie que je trouve super cool. Dans le chapitre 8 de Dr. Slump, Senbei fabrique une invention qu'il nomme le pistolet Mini Mouse, qui permet d'agrandir 100 fois ou de rétrécir à une échelle 1 centième n'importe quoi. S'ensuit une avalanche de gags, notamment à partir du moment où Senbei prendra son sèche-cheveux pour le pistolet Mini Mouse. Harale le récupère alors et finit par carrément agrandir la lune, ce qui sera complètement réglé et ignoré par la suite, Dr. Slump étant pour rappel un gag manga. Mais ce qui est plus intéressant, c'est quand on s'intéresse à la temporalité. J'ai déjà dit, Dr. Slump et Dragon Ball se passent dans le même monde. Et au vu de ce qui nous est dit dans l'arc du ruban rouge, Dr. Slump se déroule un peu plus tôt que Dragon Ball, entre les années 745 et 750 très exactement, quand Dragon Ball commence lui à l'été 749. Le chapitre du pistolet Minnie Mouse, vu qu'il se passe très tôt dans Dr. Slump, se passe en 745, et je pense que vous voyez où je veux en venir. Et si c'était à cause d'Harale et de la lune qu'elle a rendue géante via le pistolet Minnie Mouse, que Goku s'est transformé en Ozaru et qu'il a tué grand-père Gohan? On sait que ce dernier avait interdit à Goku de la regarder, et au vu du respect qu'a Goku pour son grand-père, même en le connaissant, je doute fortement qu'il lui désobéisse de son propre chef. Par exemple, il suffit de voir le respect qu'il a pour Tortue Géniale, une personne qu'il n'a à peine rencontrée et avec laquelle il a concrètement très peu vécu, alors sa figure paternelle, ça doit être encore plus accentué et présent. Et puis, la maison de grand-père Gohan est assez petite. C'est même plus une hutte qu'autre chose. Et si on imagine que ça peut être assez facile de cacher une pleine lune de taille normale, alors une pleine lune 100 fois plus grosse, c'est tout de suite bien plus compliqué. Surtout que les rayons de celle-ci sont peut-être aussi 100 fois plus puissants. Et donc, le simple fait de regarder la lumière de la lune, mais pas elle directement, aurait pu suffire à transformer Goku en Ozaru. Côté temporalité, pour être un peu plus précis, on sait grâce à un magazine Birdland Press que Toriyama avait au départ prévu de placer la mort de Gohan 2 ans avant le début de Dragon Ball, soit en l'an 747 si la temporalité était identique. C'est pas non plus précis et exact, et d'ailleurs si ce qu'il dit est vrai et encore présent aujourd'hui, la théorie est fausse, mais ça donne déjà un ordre d'idée, surtout que, comme on l'a vu, Toriyama a quand même pas mal changé et arrangé l'âge de Goku et la temporalité de son enfance, donc des réajustements sont possibles. À titre personnel, j'adore cette théorie et j'ai envie d'y croire parce que là, rien ne semble clairement l'empêcher, en dehors du magazine Birdland Press qui pourrait la démentir. Surtout que si on va plus loin, si Senbei n'avait pas confondu le pistolet avec un sèche-cheveux, ce qui aurait empêché l'agrandissement de la lune par Harale. Qui sait ce qui se serait passé si c'est bien ça qui a provoqué la mort de Gohan? Peut-être que Gohan aurait simplement donné la Dragon Ball à 4 étoiles à Bulma, peut-être que Goku ne serait même jamais parti avec elle, ce qui aurait complètement détruit et changé toute la suite du manga. Donc, si cette théorie est vraie, Dragon Ball existe parce que un scientifique pervers a confondu une invention avec un sèche-cheveux. Je trouve ça fantastique. C'est sans doute la question qui taraude le plus la communauté. Mais bon, ça m'attriste, mais faut bien en parler. Quel est le personnage le plus puissant de Dragon Ball? Eh bah, on le sait. Et ce n'est ni Goku, ni Vegeta, ni Beerus, ni Freezer, et ni Jiren. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit un peu plus tôt. Dr. Slump et Dragon Ball sont dans le même univers. Leur monde ne fait qu'un, ils vivent dans le même en quelque sorte. Et on trouve un personnage très particulier dans Dr. Slump, un certain Toribot. Un certain Toribot qui a comme métier celui d'être dessinateur de manga et qui a dessiné un certain Dr. Slump. Oui, Toriyama existe dans Dr. Slump et par extension,
on peut se dire qu'il existe très logiquement dans Dragon Ball avec tout ce que ça implique. Toriyama, c'est l'auteur et le créateur de tous les personnages. Il a donc plus que logiquement droit de vie ou de mort sur tout le cast. Et donc, il n'a que faire que d'un Goku Ultra Instinct ou d'un Beerus. Il s'en fout, c'est le dieu ultime. C'est lui le personnage le plus puissant de l'œuvre, pour la simple et bonne raison qu'il n'en fait pas partie. C'est ni plus ni moins que l'auteur qui s'est projeté dans son œuvre, mais au premier sens du terme. On appelle Lost Media une œuvre ou une production indisponible, voire carrément disparue du monde et d'internet. Je ne pense pas avoir besoin de plus élaborer autour de cette définition. L'étude et la recherche des Lost Media est quelque chose de très répandu sur internet, que ce soit en France ou ailleurs. Mais donc, est-ce qu'il y a des Lost Media à Dragon Ball? Au risque de vous décevoir... Non. En tout cas, pas par la définition qu'on entend, à savoir un produit dont on a un souvenir mais qui n'est pas trouvable. Actuellement, à l'heure où sort cette vidéo, il n'y a pas de Lost Media Dragon Ball. Ou plutôt, il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce qu'il y a eu des pistes de produits qui auraient pu et qui étaient perdus. L'OAV, le plan d'éradication des Saiyans, c'était un excellent candidat pour être un Lost Media. On parle d'un OAV en 2 parties considéré comme une soluce d'un jeu vidéo sorti sur Playdia. C'est quand même fou qu'il en existe aujourd'hui des traces que j'ai carrément pu inclure dans l'iceberg, même si le remake pour Raging Blast 2 joue beaucoup. Pareil pour les vidéos éducatives, tout indiquait que ces courts-métrages auraient dû devenir de potentiels Lost Media. Pareil pour le jeu Terebico, voire Son Goku vs Super Mario. Et puis en Occident, on n'a jamais eu accès à certains épisodes au départ. Par exemple, Funimation, qui s'occupe de l'anime Dragon Ball aux US et qui forme un duo terrible avec Viz, qui n'est sorti au départ que 53 des 67 premiers épisodes de Dragon Ball. Tout a été arrangé avec la ressortie des box, au point où aujourd'hui toute l'œuvre est disponible également aux US, mais ils ont continué à foutre de la merde, notamment avec Dragon Ball GT. Ils ont complètement skip les 16 premiers épisodes de l'œuvre, en commençant direct avec le 17e épisode de la série. Résultat, après avoir sorti tout DBGT, ils sont retournés au début, et ils ont sorti en DVD les 16 fameux premiers épisodes sous le titre de The Lost Episode. Franchement, c'est un très joli coup de com', bien joué les gars, vous avez réussi à bien vendre la partie de DBGT la moins appréciée. C'est vraiment en dehors du Japon, donc pas dans les produits officiels, et notamment du côté des doublages et des décisions marketing bizarres, qu'on trouve des produits DBZ qui ont le plus de chances d'être perdus. C'était notamment le cas de Dragon Ball Z The Greatest Rivals, doublage anglais à destination des Philippines, des 5e et 6e films de Dragon Ball Z, qui a vu une version remastered apparaître sur internet mi-2020. Mais qui sait, peut-être qu'au fond, il reste d'autres produits Dragon Ball qui sont perdus et qu'on ne connaît juste pas encore. Le constat qui devrait ressortir, alors que même l'iceberg est loin derrière nous, c'est à quel point il touche à tous les domaines possibles. Manga, jeux vidéo, animé, culture internet, live action, et même des projets bizarres. Et j'aurais pu aller plus loin et vous parler de certains trucs politiques, notamment de tout ce qui s'est passé autour de la diffusion au Mexique des derniers épisodes de DBS, et du fameux livre de Ségolène Royal, Ras-le-bol des bébés zappeurs. Mais le constat clair et unique qui ressort, c'est que Dragon Ball, c'est une œuvre tentaculaire. C'est une œuvre qui a touché à la plupart des médias et qui en a influencé beaucoup d'entre eux. Bien évidemment, si Dragon Ball est loin d'avoir inventé le shonen ou le manga comme ce qu'on peut entendre parfois, il y a bien une chose qui l'a transformé, c'est son public et son audience. Et c'est surtout visible en Occident, notamment en France, parce que, cette vidéo est française, et j'ai honnêtement aucune idée de l'impact potentiel de Dragon Ball en Lettonie, mais rappelez-vous de l'entrée sur Club Dorothée. Dragon Ball a été LA star de l'émission jeunesse numéro 1 pendant près de 10 ans. Rappelez-vous de l'entrée sur Casse-Gueule. 20 ans après la fin de l'œuvre, les gens réalisaient encore des fan animations et lançaient des projets avant tout destinés au public élevé avec Sangoku et son combat glacial à la con, le gentil Sangohan ou Paul Kwan. Et puis au Japon, énormément de mangaka sont des héritiers de Dragon Ball. Des personnes bourrées de talent qui ont grandi avec l'œuvre de Toriyama, qui ont sûrement été inspirées par elle, et qui perpétuent encore aujourd'hui les principes de son œuvre. Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto, Tite Kubo, Shinya Suzuki, Yoshio Sawai, Yusuke Murata, Kentaro Yabuki, Nakaba Suzuki, et tant d'autres. Dragon Ball a créé, influencé et formaté une génération. Il a ouvert et montré un monde à ces jeunes enfants qui sont aujourd'hui pour certains vos auteurs préférés. Et ça ne s'étend pas qu'aux enfants des années 80 et 90. Moi-même, alors que je suis né au début des années 2000 et que mes parents ont eux-mêmes grandi avec Dragon Ball, j'ai grandi avec Gohan.
J'ai vibré devant le combat contre Freezer, et j'ai pleuré devant le sacrifice de Goku contre Cell. Et même les enfants d'aujourd'hui, ceux qui sont nés au début des années 2010, voire un peu après, connaissent Goku, Vegeta, Freezer et Gohan. Et ça serait oublier toutes les œuvres en partie nées grâce à Dragon Ball. J'ai parlé des mangaka influencés par DB, mais il y en a bien d'autres, dans tous les domaines. Dragon Ball a eu une influence considérable sur notre pop culture. Dragon Ball, c'est devenu une œuvre qui est devenue intemporelle, qui a touché tellement de monde qu'essayer d'en lister ne serait-ce que 5% serait impossible. Dragon Ball a changé le monde. Il a changé le monde de la pop culture occidentale en s'ancrant tout en haut en tant que référence ultime. Si encore aujourd'hui on voit des références à Dragon Ball, si encore aujourd'hui on voit des mèmes qui naissent autour de Dragon Ball, avec le Shake Ultra Instinct, avec le Goku Drip, si encore aujourd'hui des produits, des jeux vidéo sortent autour de Dragon Ball, si encore aujourd'hui des gens analysent, théorisent Dragon Ball ou font des icebergs à la con de 2h30 mal montés sur l'œuvre, c'est pas pour rien. L'œuvre est devenue immortelle. Elle a transcendé son statut de manga, elle a transcendé son statut de média pour s'inscrire définitivement dans la culture de masse de notre monde. Dragon Ball est immortel, contrairement à une seule chose, qui elle ne pourra jamais l'être. Il est temps pour la dernière histoire de cet iceberg. C'est un périple qui aura duré longtemps, qui aura duré 1 mois, voire plus. Merci d'avoir enduré le rire de Freezer en transition, d'avoir enduré les petites erreurs, le montage pas fou. Il est temps pour la dernière entrée. Parlons de... Toriyama serait mort d'une crise cardiaque peu après la fin de Dragon Ball, entre 1996 et 1998, après la sortie japonaise de Tobal No. 1, jeu PlayStation 1 dont il s'est occupé du chara design. Bon, aujourd'hui, en 2023, à une époque où Toriyama est cité comme travaillant de près ou de loin sur quasiment chaque projet qui concerne la licence Dragon Ball, cette histoire peut faire sourire. Surtout quand on considère à quel point il a été actif depuis la seconde moitié des années 90. Il a travaillé sur les Dragon Quest sortis depuis, les épisodes 7 à 11, sans compter les différents spin-offs. Il a dessiné les couvertures de la Kazenban, il a dessiné Kowa, Nekomajin, Jacko, et d'autres projets de moins grande envergure comme Cross Epoch. Il a bien évidemment été impliqué dans la tétrachée de projets Dragon Ball, qui vont de l'OAV de 2008 à DBS, en passant par DB Online ou les 4 films sortis entre 2013 et 2022. Bref, s'il y a une chose que Toriyama n'est actuellement pas, c'est mort. Mais, contrairement aux autres rumeurs un peu débiles que j'ai abordées et celles que vous avez pu voir vues passer de votre côté, je pense qu'il y a vraiment quelque chose derrière cette fausse rumeur. Il y a une peur. Il y a une peur de voir un artiste, un créateur qui nous a bercés, disparaître. Et c'est encore une peur qui est bien plus présente dans le travail d'un mangaka. Je ne vous apprends rien, mais le métier de mangaka, c'est l'un des rares métiers de création dans le domaine culturel qui a vraiment survécu à la surmédiatisation arrivée dans les années 2000 avec notamment les réseaux sociaux. De nombreux mangaka gardent encore aujourd'hui leur anonymat, soit partiellement en gardant un masque ou un déguisement lors de leur apparition, ou juste complètement en utilisant un pseudonyme. On pourrait citer Paru Itagaki, Gege Akutami, Koyo Rikoshi, ou bien évidemment Kuyaru Gotoge. Toriyama n'entre certes pas dans cette catégorie d'artistes, mais il a comme la plupart des autres mangaka une part de mystère. Une part d'inconnu sur leur quotidien que notre esprit d'humain drogué à l'information interprète comme de l'anonymat, mais aussi comme un risque. On a tous vécu ce moment où on voit cette notif qui nous apprend que le mangaka d'une œuvre que nous apprécions particulièrement a commis un acte criminel qui l'oblige à mettre fin à sa série pour répondre de ses actes, voire pire. Au fond de nous, on vit tous avec cette peur de voir que tout peut s'arrêter. Surtout quand on connaît la dureté du métier de mangaka. Savez-vous combien de pauses Toriyama a pris dans le Jump pendant Dragon Ball? 0. Il a pris 0 pause entre le début de Dragon Ball, donc en 1984, et sa fin en 1996. Merci à vous pour tout ce que vous avez fait, monsieur Toriyama, mais prenez soin de vous, c'est le plus important. Vraiment, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Quitte à pas bosser sur les projets Dragon Ball qui arrivent, c'est pas grave, prenez soin de vous. Bonjour, bonsoir et bonne nuit selon la période à laquelle vous m'écoutez. C'est la fin de cet iceberg, comme vous pouvez le voir au chapitrage qui marque normalement Outroduction, et je tenais à vous dire quelques mots avant d'enfin vous laisser tranquille. J'enregistre cet outro après avoir fini le montage de tout le reste de l'iceberg, donc là, au moment où j'enregistre, on est le 6 novembre 2023. Ce projet était à la base censé sortir en intégralité début septembre 2023, autant dire qu'il y a eu des petits soucis de décalage, et cette partie 3, telle que vous la voyez, était à la base censée sortir le jour d'Halloween. Là aussi, j'ai merdé. Mais c'est pas grave, en tout cas, je suis arrivé à la fin, j'ai tenu ce pari que j'avais avec moi-même, et même s'il y a bien évidemment des imperfections, mon montage n'est pas fou, il y a des bruits comme mon chat ou mes oiseaux qui font de la merde en fond, d'ailleurs vous les avez encore entendus je pense un peu si vous avez l'oreille attentive. Bien évidemment, le rire de Freezer, je m'attendais pas du tout à ce que vous n'aimiez pas ça à ce point, ça m'a fait rigoler au point que je pense que ça va devenir ma sonnerie de téléphone. Il y a plein de trucs, il y a du bon, il y a du très mauvais, mais dans l'état, ce qui me rend fier, c'est que j'ai réussi
à faire ce projet, et que mine de rien, dans la globalité, les retours sont quand même très positifs. Donc rien que pour ça, merci à vous d'avoir suivi, d'avoir aimé ou non, d'avoir, pour ceux qui l'ont fait, laissé un commentaire positif ou négatif. Je me suis pas encore donné le temps de tout lire, je vais le faire, mais un énorme merci à vous. Merci à ceux qui se sont abonnés, la chaîne a eu un petit boom d'un point de vue vu et d'un point de vue abonné. C'est fou, mais je suis pas là pour vous parler de ça. En tout cas, merci à vous. Moi, de mon côté, c'est la fin d'un projet qui me tenait à cœur depuis... même avant mon retour sur YouTube début 2023, depuis près d'un an. Ça va faire un an que je me donnais comme objectif à moyen long terme de faire un iceberg. D'abord c'était sur Xenoblade, puis sur Undead Unluck, il n'y a pas assez de choses à dire sur Undead Unluck pour le moment. Et puis je me suis dit, pourquoi pas Dragon Ball? Il n'y a personne qui l'avait fait en France, je me suis dit, allez vas-y, lance-toi. Ça c'est fait, au final j'ai bossé activement sur le projet pendant près de 6 mois, et ça a donné ce que vous êtes en train de regarder, enfin ce que vous avez fini de regarder. Pour ce qui est de la suite, on va revenir à des projets d'un peu moins grande envergure, qui vont être plus faciles à faire, mais aussi qui vont être plus concis. La prochaine vidéo est en partie finie, l'écriture l'est. Ça traitera en long, en large et en travers de la gestion de la dimension temporelle dans les jeux vidéo. Le sujet peut paraître chiant, mais je vous jure, je pense qu'elle est encore mieux que l'iceberg. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, merci à vous d'avoir attendu ce projet en 3 parties pendant si longtemps. Merci à Minado qui m'a aidé sur le montage de la partie 2 et un peu sur cette partie 3, et qui m'a aidé à faire des recherches, notamment par rapport à différentes entrées. Allez le suivre, il fait des shorts sur sa chaîne et il est excellent, il fait plein de trucs, franchement, foncez le suivre, c'est un gars en or. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé ce projet très long, surtout dans une période où les vidéos longues sur YouTube Manga, c'est pas forcément ce qui enthousiasme le plus les foules. Mais en attendant, je vous dis merci d'avoir été là pendant ces 3 ans, et à la prochaine, lisez de Luck, Amano, out.